Philippe Pujol, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. journaliste, vous êtes prix Albert Londres 2014. Vous avez enquêté sur le milieu hospitalier et vous avez décidé d'en faire un roman d'anticipation que voici, qui s'intitule Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera. C'est chez Flammarion. Philippe Pujol, d'abord, pourquoi avoir choisi d'enquêter sur ce milieu hospitalier? Et ensuite, pourquoi, plutôt que d'en faire un article, en avoir fait un roman d'anticipation? D'anticipation, oui. D'abord, je me suis retrouvé à l'hôpital régulièrement parce que j'étais accompagnant et non pas journaliste de certains de mes proches. Donc pendant plusieurs années, j'ai fréquenté régulièrement, pas quotidiennement, mais presque les hôpitaux. Et comme tout journaliste, je suis un peu schizophrène, donc le journaliste est toujours présent. Et j'ai pu voir d'abord la grande compétence de la plupart du personnel médical, mais surtout les grandes tensions qu'il y a entre les gens du personnel médical et le personnel médical avec les patients. Et j'ai pu le voir sur 3-4 ans évoluer. Et donc je m'y suis intéressé. Se dégrader. Se dégrader, voilà, plus de tension. Et donc je m'y suis intéressé et j'ai fait une enquête assez classique quelque part de comment évoluer ce système de santé et comment il deviendra. Et quand il s'est agi de le restituer, si je le restituais d'une façon classique, j'aurais intéressé quelques médecins et pas beaucoup plus de monde, puisque c'était quand même assez aride, assez dur à lire. Donc j'ai opté pour ce que j'appelle un récit d'anticipation. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un roman, parce que je fais pas le choix de travailler que sur l'histoire. Il y a beaucoup d'informations qui auraient été enlevées dans un Vous êtes petit roman. modeste, parce que moi, je l'ai lu, ça se lit vraiment comme un roman, c'est passionnant. Vous avez poursuivi les lignes, justement, donc vous disiez, ça fait 3-4 ans que vous avez observé l'hôpital, vous avez poursuivi les lignes, et vous avez décrété, vous avez imaginé qu'en 2028, eh bien là, cette tension que vous décrivez atteindrait leur paroxysme. C'est le jour où il se passe ce que vous décrivez comme un flash. Alors qu'est-ce qui se passe en 2028 dans ce roman d'anticipation? Alors pour une question narrative, pour qu'il y ait un avant, un après, donc on puisse décrire le système de santé tel qu'il est maintenant et tel qu'il se détériore, et pour décrire un système de santé refait complètement à plat, si je fais quelque chose qui dure dans le temps, c'est très dur à raconter. Ouais. Alors j'ai opté pour une crise. J'ai demandé à plusieurs spécialistes quel type de crise vous voyez. On m'a donné beaucoup de réponses, et parmi toutes ces réponses, j'ai choisi comme crise sanitaire, ce qui m'arrangeait dans le scénario et ce qui est le plus risqué, c'est la grippe qui arriverait en plein été et les gens se précipitent à l'hôpital. La fameuse grippe H5N1 là, de 2009, voilà. Mais qui cette fois serait réellement mortelle. Cette fois, elle serait mortelle, et en plus, l'été, c'est l'été, pour différentes raisons qui sont dans le livre. Avec le dérèglement climatique, elle arrive de Chine en Europe en plein été, elle décime des familles. Donc, pour pouvoir justifier qu'on fasse table rase du système de santé, même au-delà du fonctionnement de notre société, parce que je décris une nouvelle société derrière, pour qu'on fasse table rase, il faut un prétexte fort, donc il faut quelque chose d'hyper traumatisant. Il faut en gros un état d'urgence derrière, un état d'urgence qui fait qu'on laisse la population accepter des choses qui aujourd'hui ne seraient pas acceptables. Parce qu'en 2028, les hôpitaux seront débordés par l'afflux de tous ces malades et les Français diront stop. L'année dernière, voilà. En France, l'année dernière, dans certains hôpitaux, il y a eu ce qu'on appelle des plans d'urgence, ce qui veut dire que sur des épidémies de grippe, alors pas mortelles, enfin pas pour tout le monde en tout cas, on a fermé des plateaux techniques de chirurgie, on a reporté des opérations pour soigner ces gens-là. Voilà. Donc ce sont des choses qui arrivent au coup par coup aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça de manière amplifiée et d'un seul coup. Alors, il n'y a pas que le traitement médical, il y a aussi le traitement, vous parlez du traitement médiatique en 2028, de cette crise, de cette grippe aviaire qui va décimer des familles et qui sera très critiquée parce qu'il y aura des fake news sur Internet qui vont circuler, etc. Et de cette crise sanitaire en 2028 sortira un nouveau concept que vous avez appelé la transparence absolue. Donc ça veut dire quoi, ça? Alors, les intelligences artificielles, je considère qu'elles évolueront. Oui. C'est tout simplement notre smartphone aujourd'hui évolueront aussi et on aura ce qu'on peut appeler des assistants virtuels. C'est le Web 3.0, c'est ce sur quoi travaille le GAFA, les Google, Amazon, Apple et tous les autres. Pour qu'on ait un assistant virtuel. C'est ce qu'on a sur l'iPhone ou Google, c'est Siri, on lui demande de faire quelque chose. Sauf que ça serait quelque chose qui marche, qui réagit tout de suite, qui est très efficace. Et par exemple, nous deux, au lieu de discuter maintenant, ce seraient nos assistants virtuels qui échangent les informations.
Et nous, on n'aurait que très peu de choses à se dire au final. Et donc cet échange d'informations global fait qu'on a un niveau de transparence totale, absolue, d'hyper-transparence, qui fait que, par exemple, qu'on n'a plus besoin des journalistes, puisque la transparence est totale. Sauf que moi, dans mon livre, comme toujours, il y a des résistants, et il y a donc des journalistes... Et c'est sur cette nouvelle technologie que va s'asseoir la nouvelle médecine. Alors comment ça va marcher? Comment se soignera-t-on après 2028 avec cette révolution numérique? Alors, elle s'assoit à la fois sur ces assistants virtuels, donc cette intelligence artificielle spécialisée. Ouais. C'est une sorte de spécialisation de masse, c'est-à-dire que on a une illusion de la spécialisation, mais en fait, toutes les informations étant diffusées. Le côté très positif, c'est qu'on peut en effet faire du prédictive. de la médecine prédictive. Bah, attendez, vous le faites. Une bonne chose. Voilà, après 2028, Shirley, donc c'est un personnage, est averti par son assistant virtuel qu'un cancer du sein est très certainement en train de se développer parce qu'on arrive à croiser des données, on se dit tiens, on est à la racine, au début d'un cancer qui se développe. Ce qui permet, là c'est très positif, ce qui permet donc de traiter ça très rapidement et d'avoir un taux de rémission proche de 100%. Mais c'est le début de la médecine prédictive, enfin c'est la médecine prédictive. On l'a commencé doucement, mais là voilà. On pousse la médecine prédictive. Après, pour autant, il faudra quand même qu'il y ait des humains, parce que là, dans l'histoire de Shirley, si on regarde bien, elle rencontre un humain très tardivement. C'est-à-dire qu'elle a son assistant virtuel qui la prévient, elle fait un rendez-vous à distance avec une infirmière, elle a une montée en compétences, c'est quelque chose qui est dit en ce moment par le gouvernement. On fait monter en compétences les patients sur leur maladie, c'est quelque chose qui est très bon, mais ça engendre toutes sortes de questions dites qu'on pourrait dire philosophiques, que j'essaie d'aborder dans le livre. Et donc l'intelligence artificielle, on n'a pas à être pour ou contre, elle est là, elle est en place. Par contre, il faut l'éthique et il faut de l'humain aussi. C'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle qu'il n'y a pas d'humain. Parce que vous prédisez même que ces assistants virtuels, pas, je propose. Vous proposez, qu'ils s'inviteront dans nos relations amoureuses. C'est-à-dire que pour séduire une personne, on va d'abord passer par l'assistant virtuel de... On aura les informations totales sur l'autre. Et l'autre sait qu'il a les informations sur nous. Ça change toute relation. On n'est plus du tout dans du mystère. On est sur autre chose, quelque chose d'hyper rationnel. Donc la relation, y compris la relation amoureuse... Comment avez-vous imaginé ça? On le fait déjà un peu aujourd'hui Avec Tinder, c'est déjà ce qui se place. Avec les applications de rencontres, on note, on observe... telle personne, telle musique... on espionne une personne qu'on apprécie, qui pourrait rentrer dans notre intérêt. On espionne le compte Facebook, on a un nombre d'informations incalculable. Imaginons maintenant que ça se fasse automatiquement. On change complètement nos comportements. On adapte en permanence nos comportements à ce qu'on sait déjà qui va arriver. Et donc, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Moi, je l'extrapole, je ne dis pas, je ne prévois pas. On ne peut jamais... Si vous imaginez... L'idéal, quand on veut prévoir, c'est de prévoir très très loin, à 100 ou 200 000 ans. Comme ça, au moins, on n'a pas de risque. Mais quand on prévoit à 20 ans, il y a des risques. Donc moi, je prévois pas. Démenti, d'accord. Je propose quelque chose. Tout ça pour qu'on ait des réflexions sur notre société. Mais oui, parce que avec cette prédestination, enfin, je veux dire, c'est assez effrayant ces assistants virtuels qui sont capables de deviner l'avenir, parce qu'on a l'impression que du coup tout arrive parce qu'on est tout est prédestiné, tout est écrit. Une sorte de destin, complètement. Le destin est presque imposé. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans le livre. C'est-à-dire que quelque part, l'une des dérives serait une dérive de caste. Tu as un destin qui est écrit dès le début. Et pour en revenir sur la médecine, donc de cette crise de 2028, le jour où l'hôpital craquera et se réinventera en utilisant à fond ces données numériques, il va en sortir quelque chose de bon ou de moins bon pour notre santé? Normalement de bon pour notre santé, puisque on peut avoir une réorganisation de l'hôpital, c'est-à-dire aujourd'hui l'organisation spatiale de l'hôpital, on en a qui sont en sur-régime, en sur-effectif, et d'autres au contraire qui travaillent peu. On a d'autres problèmes. Peut-être qu'on aura une amélioration de ce qu'ils appellent la graduation de l'hôpital. Et puis des inventions, par exemple la crème qui fera repousser les cheveux. Ça serait pas mal. Ça. Je me la suis fait pour moi-même d'ailleurs. Vous vous êtes fait plaisir en inventant des... Je me suis dit, tant qu'à faire, puisque ça n'arrivera pas. Bon, après, maintenant, j'en ai plus besoin, j'ai fait le deuil. Ça y est, des médicaments livrés par drone, etc. Oui, ça, on y arrive. Amazon commence à y penser, c'est pour très bientôt, ça. Donc ça, en 2040, ça fera longtemps que ça sera en place. Ça, là, par contre, on peut être dans la prédiction, il n'y a pas de souci. Mais surtout aussi des médicaments par rapport au cancer qui sont en ce moment testés et qui sortiront à ce moment-là, par rapport au code génétique spécifique de son cancer. Mais la question c'est comment on va financer ça. C'est surtout ça la question principale. En tous les cas, c'est fascinant, effrayant, mais aussi plein d'espoir. Et ça se lit comme un roman. Moi, je ne dis pas un récit, ça se lit comme un roman. Bravo, Philippe Pujol. Donc, Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera. C'est chez Flammarion. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.